Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 3 de cette série sur le digital blending, l'exposure blending ou le mélange d'images identiques avec des expositions différentes. Une technique qui va vraiment pousser vos images à un niveau supérieur. Et comme c'est vous qui faites la chaîne, je vais répondre à une question très pertinente suite à l'épisode 2. Mais d'où viennent les deux photos avec des expositions différentes? Comment les prend-on et pourquoi faire cela? Alors tout d'abord, parlons un petit peu de notre œil. C'est un outil formidable, d'une complexité et d'une sensibilité extraordinaire. La rétine va pouvoir s'adapter en temps réel à la luminosité ambiante grâce aux cellules en cône et aux bâtonnets qui la composent, mais aussi grâce à un diaphragme automatique, l'iris qui peut se contracter et nous permettre d'avoir une quantité d'informations extraordinaires, quelles que soient les conditions d'éclairage. Et à cela, nous opposons des capteurs digitaux qui, malgré les prouesses technologiques, n'arrivent toujours pas à égaler la sensibilité de l'œil. Comme vous le voyez ici, sur une échelle de luminance perçue par l'œil, les meilleures caméras du monde ne parviennent pas à égaler cette sensibilité. La dynamique est restreinte par une technologie qui évolue pourtant sans cesse. Alors, pour compenser cela, et pour pouvoir rendre une image aussi riche et proche de ce que notre œil peut percevoir, le développement de fichiers RAW, puis le HDR et maintenant le digital blending tentent de combler ce défaut des appareils. Et pour cela, il suffit de piocher des informations dans plusieurs images avec des expositions différentes. Ainsi, nous avons une grande quantité d'informations dans le ciel, les hautes lumières, dans les tons moyens, la photo standard que l'on prend, et dans les ombres, où nous allons récupérer des informations dans les zones les plus sombres. Le mélange de tout cela, par le biais du digital blending ou du HDR, va nous donner une image particulièrement riche avec des détails dans les zones sombres, dans le ciel et dans les zones médianes. Le tout donnera finalement une image proche de ce que notre œil pouvait voir. Nous pouvions effectivement bien voir les détails du moulin sous la maison et en même temps voir les détails du ciel bleu. Rien n'était éblouissant comme le suggèrent les photos les plus claires. Alors, comment obtenir ces trois images? C'est une fonctionnalité intégrée dans les appareils qui s'appelle le bracketing. En mode bracketing, votre appareil va automatiquement prendre trois photos. Une photo normale tout d'abord, les tons moyens, celle exactement que nous aurions pris en temps normal, et une plus sombre, et ensuite une plus claire. Un bon point de départ est de choisir une exposition de plus 2 indices de luminosité et de moins 2. Je vous invite à consulter le manuel de votre appareil pour voir comment cela se règle. Ainsi, en mode bracketing, vous allez prendre 3 images avec des expositions différentes. Je vous conseille de vous mettre en mode rafale, sinon pensez bien à prendre 3 photos d'affilée. Je vous invite aussi à travailler sur pied pour avoir les mêmes images exactement qui se superposent. Et enfin de travailler, si votre appareil le permet, en mode miroir levé, de manière à éviter que le déplacement du miroir fasse bouger l'appareil et génère du flou. Tout cela fait beaucoup d'informations, et si cela vous semble compliqué, je vous invite à commencer par cette méthode beaucoup plus simple avec juste 2 photos. Et donc ici, pas de réglage compliqué ou de farfouillage dans les menus, juste un bouton à connaître et à mémoriser pour la vie, la touche de mémorisation de l'exposition. Cette touche permet de mémoriser le couple vitesse-diaphragme de votre appareil sur un objet particulier et de prendre la photo avec ces mêmes réglages et non ceux que votre capteur va calculer en temps réel. Cette fonctionnalité est un indispensable de la prise de vue, surtout à contre-jour, avec une forte source lumineuse dans le champ comme le soleil, un spot, ou si votre modèle est noir sur fond noir, le capteur va calculer de fausses informations. Donc s'il y a une fonctionnalité de votre appareil à retenir, c'est celle-ci. Chez Canon, il s'agit de la touche étoile. Chez Nikon, il s'agit de la touche AEL. Alors je vous l'accorde, pour le coup, 0 pointé pour tous les deux. Ce n'est simple à comprendre pour aucune des deux marques, il faut le mémoriser et c'est tout. Donc ici, je suis en mode semi-automatique, en priorité diaphragme, c'est le menu A de prise de vue, et regardez la vitesse bouger en fonction de ce que mon capteur reçoit. Celle-ci varie grandement. Si je presse maintenant la touche AEL de mon appareil, la mesure va être mémorisée et bloquée. Et j'ai beau viser une zone plus lumineuse, mes réglages ne bougent pas. Si je relâche la touche AEL, ou étoile chez Canon, le capteur va de nouveau recalculer en temps réel. Entraînez-vous, cela doit devenir naturel. Et l'idée va être la suivante. Sur mon paysage, je vais d'abord prendre la mesure sur l'herbe, je la mémorise et je prends la photo.
Dans ce cas précis, j'étais à 200 ISO, f5, et ma vitesse était de 1/50 de seconde. Je vais prendre ensuite la mesure sur le soleil, sur le ciel, la zone la plus lumineuse. Je vais la mémoriser et je vais reprendre ma photo. Ma vitesse pour le ciel est passée ce coup-ci à 1/500 de seconde, soit 10 fois plus rapide, et donc j'obtiendrai une image beaucoup plus sombre. J'ai ainsi deux images parfaitement exposées, l'une pour l'herbe et l'autre parfaitement exposée pour le ciel ou le soleil. Entraînez-vous, ce n'est pas si compliqué. Et pourquoi pas chez vous? Devant une fenêtre, prenez la mesure du sol, puis prenez la photo de la fenêtre. Enfin, prenez la mesure de la lumière sur la fenêtre et prenez la photo. Vous aurez ainsi deux images avec une forte différence d'exposition. Quand vous aurez intégré ceci, foncez vous entraîner sur un lever ou un coucher de soleil et vous aurez de quoi développer votre première image en digital blending. L'inconvénient de cette méthode, cependant, est de travailler à main levée. Peut-on s'en sortir sans pied? Comment va-t-on pouvoir superposer nos deux images si elles ne correspondent pas parfaitement? Alors voici dans Photoshop comment aligner vos deux photos. On ouvre les deux images, on copie la première dans la seconde, j'obtiens ainsi deux calques. Je vais sélectionner ces deux calques, un clic sur le premier, Shift clic sur le second, et on fait simplement Édition, aligner les masques. Je laisse les réglages en automatique, Photoshop fait son travail, mes images sont alignées. Cependant, je passe mon calque en opacité 50% pour vérifier que tout se superpose parfaitement. Vous n'êtes pas à l'abri d'une erreur de logiciel. Et une fois que c'est fait, vous êtes prêt à utiliser la méthode des masques de luminosité. Je vous invite à regarder la vidéo de l'épisode 2 pour la méthode complète, mais je prépare une action qui devrait vous aider à fusionner vos images, affaire à suivre donc. N'hésitez pas en tout cas à vous entraîner, car cela va vous faire progresser de manière considérable, aussi bien dans la qualité de l'exposition de vos clichés, mais aussi dans le rendu final de vos images, grâce à une méthode au rendu véritablement professionnel. J'espère vous avoir éclairé sur le bracketing ou l'exposition multiple, et j'espère que vous aurez compris à quel point cela pouvait pousser vos limites en photographie. Donc un peu de patience et quelques minutes d'entraînement, vous progresserez, c'est garanti. À vos appareils, à vos manuels, à vos boutons et bon entraînement au bracketing. Comme d'habitude, vos commentaires et vos réactions vont nourrir la chaîne. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode de cette saison passionnante ou envoyez-moi un message à vince@photolearn.fr. Et j'allais oublier, surtout bon Photoshop!